Je prends toujours les questions pour la FAQ, la foire aux questions, donc vous me posez des questions en commentaire et j'y répondrai dans une vidéo unique comme ça, face caméra. Vous pouvez me poser des questions sur absolument tout ce qui vous chante par rapport à moi, ma chaîne, mes ambitions politiques pour 2034, ce que vous voulez. Donc, avant de commencer cette vidéo, avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens à vous prévenir que je vais tenter de faire preuve du plus d'objectivité possible. C'est impossible d'être objectif en politique réellement. Quand on parle de sujets aussi controversés, c'est impossible d'être objectif, mais je vais essayer d'y tendre et surtout de ne pas biaiser mon propos avec mes opinions sur les candidats, les différentes formations politiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer vraiment d'être le plus objectif, le plus neutre possible, et Dieu sait que c'est très difficile, voire impossible, pour que ma vidéo soit uniquement du décryptage et du pronostic. J'ai suffisamment gueulé sur la Macronie, vous m'excuserez si je vous fais grâce de certaines de mes déblatérations. Donc, on peut aller dans le vif du sujet, comme l'indique très bien le titre. Le sujet, c'est la succession de Jupiter, le saint monsieur Emmanuel Macron. Donc, on a cet article du Point. Majorité quand Darmanin ouvre le dossier de la succession de Macron, avec une jolie photo de Darmanin qui a l'air pas très serein. Et il a raison de ne pas être très serein. Et oui, on va dire, tout est lié. Tout est lié dans cette vidéo. Darmanin n'est pas serein. Pourquoi? Parce que il est candidat à la présidentielle. Il est implicitement candidat à la présidentielle. On va y revenir plus tard. D'abord, on va lire quelques lignes. Je ne vais pas tout lire, bien évidemment, comme d'habitude. On va lire quelques lignes de cet article. En se projetant au cœur de l'été sur l'échéance 2027, Gérald Darmanin lance les hostilités au sein de la majorité pour la succession d'Emmanuel Macron, premier président empêché de se représenter par la Constitution. Et en effet, la Constitution a été amendée en 2008 pour empêcher quiconque de se représenter une troisième fois et de briguer un troisième mandat en tant que président de la République. C'est impossible. Donc Macron ne pourra pas se représenter une troisième fois. Et Dieu sait que s'il pouvait le faire, il l'aurait fait, bien évidemment. Donc, sa succession, Emmanuel Macron s'en fout, comme tout président de la République, affirme un de ses soutiens depuis 2017. Laissez-moi en rire. Mais lors d'un récent déplacement en Nouvelle-Calédonie, le président a tout de même dit tenir à ce que celles et ceux qui l'ont accompagné depuis maintenant 6 ans puissent prendre le relais. Je ne comprends pas cette obsession à dire celles et ceux. Il y a des mecs qui se pointent en réunion l'après-midi et ils se disent « Ouais les gars, le matin j'ai fait un discours, j'ai dit celles et ceux, c'est bon, on a aboli le patriarcat, qu'est-ce que tu veux ?» Non mais vraiment, au bout d'un moment, il faut essayer de se donner un minimum de crédibilité pour l'instant. Ce n'est pas gagné. Donc, Monsieur Macron était interrogé sur Édouard Philippe, son ancien Premier ministre avec qui les relations sont fraîches. C'est un ami, a-t-il fait valoir. Laissez-moi en rire une seconde fois. Le maire du Havre qui a créé son parti Horizon en 2021, bon voilà, en gros, là pour l'instant c'est des trucs dont je vais parler plus tard pour la vidéo. On va revenir au cas très intéressant de monsieur Édouard Philippe. Non, ce qui m'intéresse pour l'instant c'est monsieur Darmanin. Ce qui m'inquiète maintenant, dit monsieur Darmanin, c'est ce qui se passera en 2007. A planté dans les colonnes du Figaro le ministre de l'Intérieur qui a annoncé quelques jours après le remaniement de juillet sa première grande rentrée politique dans son fief de Tourcoing. Je n'ai pas très bien compris le sens de ces propos, mais Gérald Darmanin, visiblement, essaie de s'accorder les faveurs des classes populaires avec un discours qui tend vers les classes populaires, ce qui est impossible puisque Darmanin est un Macron boy. Alors un peu plus à droite que Macron, mais ça reste un Macron boy, ça reste un, malheureusement, excusez-moi de le dire comme ça, mais ça reste un sous-fifre de Macron, et Macron ne s'est pas exactement adressé aux plus démunis lors de son mandat. Après le maintien d'Elisabeth Borne, Darmanin a compris que ce serait compliqué pour lui d'être nommé par Macron à Matignon. Il ne veut pas rester sur cet échec. C'est pourquoi il signifie avec son rendez-vous du 27 août qu'il faut compter avec lui dans le club des présidentiables, décrypte l'un de ses collègues. Donc, le reste de l'article est sans intérêt. En ce moment, vous l'aurez remarqué, il ne se passe pas grand-chose en politique, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup d'articles comme ça qui brassent un peu devant. Donc, je voulais vous parler de certains sujets. Donc, on a bien évidemment, on peut faire la transition vers Darmanin. Darmanin, on m'a demandé plusieurs fois mes pronostics pour 2027. C'est l'occasion de vous les délivrer. Monsieur Gérald Darmanin est beaucoup trop impopulaire pour penser, ne serait-ce qu'une seule seconde, être au second tour. Même au second tour, Darmanin, c'est impossible. J'en mettrai ma main à couper. Pourquoi ? Parce que Darmanin, déjà, le poste de ministre de l'Intérieur, c'est peut-être le poste politique qui
t'octroie le plus d'impopularité aux yeux des Français, puisque c'est un job qui te pousse à montrer les dents. Historiquement, le ministre de l'Intérieur a toujours été plus à droite que le président de la République, il a toujours été plus sévère, plus dur, puisque quand tu es ministre de l'Intérieur, évidemment, les décisions que tu vas prendre, ça ne fait pas plaisir aux gens. Sauf que ce qui est intéressant dans le cas de Gérald Darmanin, c'est cette période, j'ai envie de vous rappeler cette période qui était complètement stupide cette année, quand M. Darmanin est parti en croisade contre son ancien camp politique. Alors, pour restituer un petit peu le contexte, vous vous souvenez tous de ces vidéos de manifestation du GUD, donc groupe Union Défense, qui est un groupe qu'on peut classer, donc je pense qu'ils se revendiquent eux-mêmes de la tendance nationale révolutionnaire, c'est-à-dire très à gauche économiquement, très à droite sur des questions de société, très très nationaliste. Et le GUD, justement, les images ont choqué, les gens se sont dit « Oh mon Dieu, c'est le retour du fascisme !» Et du coup, après ça, monsieur Gérald Darmanin, il est parti en croisade, vraiment, tous les groupes qui pouvaient dissoudre, tous les groupes les événements qu'il pouvait interdire, il a tout fait, il a touché à tout. Et là, vraiment, j'essaie de rester objectif dans ce que je dis. Monsieur Gérald Darmanin a tenté de s'en prendre à son ancien camp politique, c'est-à-dire l'Action française, un parti royaliste qui fait partie des partis, excusez mon élocution un peu éclatée au sol, qui fait partie des formations politiques les plus anciennes, les plus ancrées en France. Action française, c'est un réseau immense et surtout, ils ont de l'expérience, ça fait 100 ans qu'ils sont là, donc la tentative misérable de Darmanin d'essayer d'interdire leur colloque, puis la procession pour Jeanne d'Arc qu'ils ont organisée à Paris, donc c'est une longue procession au bout de laquelle ils déposent des fleurs devant la statue de Jeanne d'Arc. Donc c'est un truc qu'ils font depuis très 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 longtemps. Et ça a été interdit. Donc il y a eu des tentatives, fructueuses ou pas, durant les très longues années d'existence de l'Action française. Il y a eu des tentatives et là Darmanin a retenté d'interdire cet événement et aussi d'interdire leur colloque, alors que l'AF c'est essentiellement des intellectuels, c'est des intellectuels, c'est des militants, ce n'est pas un groupe d'action violente. Et même d'ailleurs, petite parenthèse, et là je vous donne mon point de vue, classer Action française à l'extrême droite, puisque c'était le prétexte retenu, classer l'Action française à l'extrême droite, faut vraiment jamais avoir lu la moindre ligne de ce qu'ils écrivent pour penser un truc comme ça. Action française, c'est un parti, une formation politique qui ne se reconnaît ni dans la droite ni dans la gauche, puisque l'essentiel selon Action française, c'est de passer à une monarchie fédérative, c'est-à-dire extrêmement décentralisée, beaucoup plus qu'aujourd'hui, dans on va dire, un régime politique qui assure certaines de nos libertés, puisqu'il considère que la République atteint ses libertés, par exemple, tout simplement les libertés politiques. Sauf que Darmanin faisait partie de l'Action française, il a entamé sa politisation là-dedans, dans sa jeunesse. Et là, on dirait qu'il s'en prend à son ancien allié pour les faire passer pour des ennemis. Alors que non, ça ne marche absolument pas. Gérald Darmanin, il est parti en croisade contre l'AF, puisqu'il s'est dit on n'arrête pas de m'accuser d'être d'extrême droite et d'être de l'AF. Je vous rappelle, c'est le même mec qui a accusé Marine Le Pen en débat d'être beaucoup trop molle sur des questions de société. Donc on parle... C'est vrai, le mec, c'est un bon macroniste. Il fait un truc, ensuite il fait l'inverse. Vraiment. Donc Darmanin a essayé de se frotter à l'AF et ça a échoué misérablement, puisque on n'essaie pas de faire le malin avec l'Action française, qui est un parti avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont un plus large réseau que Darmanin et qui ont beaucoup plus d'expérience dans tout ce qui est juridique. Ils disposent d'une armée d'avocats qui sont là pour les défendre dans les situations comme ça, parce que ça fait très longtemps que ça leur arrive. Sauf que il y a une formation politique qui a eu beaucoup moins de chance, c'est l'Institut Iliade. Donc l'Institut Iliade, c'est on va dire un institut de formation. Ils font pas tellement de militantisme, ils font surtout de la formation intellectuelle et ils produisent beaucoup de bouquins. Donc ils font partie de la mouvance européenne identitaire. Eux, pour le coup, ils voulaient organiser un colloque en l'honneur de Dominique Vénère. Je vais pas vous dire ce qui est arrivé à Dominique Vénère, puisque YouTube risque de me censurer là-dessus. Tapez sur Google et vous verrez. Et ce colloque a été interdit et donc ils ont eu beaucoup moins de chance que l'Action française, puisque l'interdiction est passée. Donc on a ces deux occasions où Darmanin a essayé de vraiment partir en croisade contre l'Action française et contre l'Institut Iliade, en gros pour dire regardez, je ne suis pas d'extrême droite, sauf que ça a foiré. Et il y a évidemment la dernière chose dont j'ai envie de vous parler par rapport à Darmanin, c'est les Soulèvements de la Terre, qui est un groupe d'action écologiste, où en gros c'est vraiment du militantisme très très forcené, où eux ils revendiquent quasiment l'action directe sur le terrain. Donc c'est un type de militantisme qu'on trouve essentiellement dans ces cercles-là, qui sont un peu révolutionnaires on va dire. Et Darmanin a essayé
également je crois, de les dissoudre, et ça n'a pas marché, puisque le Conseil d'État a considéré que ce n'était basé sur rien, que c'était disproportionné par rapport à l'éventuelle menace que présenterait un tel groupe. Donc voilà, Darmanin essaie de se donner cette image de regardez, je suis contre les extrêmes, sauf que ça ne marche pas, ça ne fait que le rendre de plus en plus impopulaire, et je pense que beaucoup ont vu, surtout par rapport à l'Action française, beaucoup de gens ont vu qu'il essayait tout simplement de se racheter, de redonner une neutralité politique vis-à-vis de ses anciens alliés. Ça n'a absolument pas marché, c'était ridicule. Donc, on a Monsieur Darmanin, excusez-moi, je repasse la caméra en mode normal. On a Monsieur Darmanin, je pense que c'est mort, hein. Clairement, Macron l'a envoyé au casse-pipe plus d'une fois, donc il est beaucoup trop impopulaire pour ça. De toute façon, je connais très peu de candidats ayant eu du succès aux urnes, ayant été ministre de l'Intérieur. C'est vraiment un poste très ingrat puisque tu es mené à prendre des décisions qui vont te rendre très impopulaire, et bien évidemment, les journaux vont s'empresser de placer ton nom dans les unes pour montrer que c'est toi le responsable. Donc, Darmanin n'a pas eu trop de chance là-dessus. Ensuite, potentiel candidat, on a Elisabeth Borne, Mamie Vapote, excusez-moi, j'ai dit que j'allais être neutre, mais c'est le passage à l'Assemblée nationale où elle avait son masque, elle vapotait comme ça, ensuite elle remettait le masque à l'Assemblée nationale, c'était quand même fort en café pour rester gentil. Donc Elisabeth Borne, je pense qu'elle aussi, c'est le cas, est-ce qu'il faudrait la plaindre? Je ne sais pas, mais c'est le cas de personnalité politique qui a été largement envoyée au casse-pipe par Monsieur Macron à coup de 49.3, et là, le gouvernement Borne a été un des gouvernements qui a le plus usé du 49.3. Je pense que ce n'est pas fini. Le 49.3, je vous fais pas, tout le monde sait ce que c'est, hein. Franchement, je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer ce que c'est, mais voilà, elle a tellement usé du 49.3, et même aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas particulièrement politisés, maintenant savent que l'article 49.3, même si ils ne savent pas en quoi il consiste, ils ne savent pas comment il est utilisé, dans quel cadre il ne peut pas être utilisé. Les gens ne savent pas ce genre d'éléments, mais pourtant, l'expression, on va dire le doux son du 49.3 sonne de manière très négative, aux yeux de la majorité des Français. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Elisabeth Borne a très peu de chances déjà rien que de se présenter, c'est impossible. Petite parenthèse, mais actuellement, et ça fera la transition avec Monsieur Philippe, actuellement, le parti majoritaire qui sert le président de la République, c'est une coalition qui s'appelle Ensemble. Une coalition qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est constitué de l'UDI, de Horizon, du Modem, de plein de partis comme ça qui ont toujours été des soutiens à la majorité présidentielle, donc des soutiens à Emmanuel Macron. Ce n'est pas réellement une coalition. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait ce reproche-là. Ils m'ont dit, bah tu dis qu'il n'y a pas assez de culture de coalition en France, alors que la majorité présidentielle est une coalition. Non, une coalition, je suis désolé, c'est des partis qui ne se ressemblent pas. Or là, c'est essentiellement des centristes. Je dirais même si ça ne va pas plaire aux droitards si je dis ça, mais il faut voir la réalité en face. Ensemble est majoritairement constitué de tendances de centre-droit. Pour le coup, dites-moi si je me trompe, mais je pense ne pas me tromper en affirmant cela. Des partis majoritairement de centre-droit, et c'est pas vraiment une coalition, hein. De toute façon, c'est des gens qui vont toujours confirmer, qui vont toujours conforter la majorité présidentielle dans la moindre de ses décisions. La seule fois où ce n'était pas le cas, c'était avec le Modem par rapport au pass sanitaire, et c'était plutôt anecdotique. C'était quelques jours où les gens commençaient à avoir une lueur d'espoir et se disaient enfin on a une vraie opposition qui vient du camp centriste, et pourtant ce n'était pas le cas. Il y a masse de choses à dire par rapport au rôle des députés, et surtout des députés qui devraient faire du contrôle de l'opposition au gouvernement. Il y a beaucoup de sujets à aborder, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, puisqu'il faut passer, puisqu'on parle de coalition, on parle de Horizon, bien évidemment, le candidat c'est Édouard Philippe. Je pense que si Macron, puisque soyons honnêtes, Macron s'est tellement entouré de sous-fifres que la décision de la succession lui reviendra entièrement. Macron va très certainement désigner Édouard Philippe comme étant son successeur, sauf que Édouard Philippe, pour l'instant, il se fait assez discret. Il est en train d'écrire un bouquin, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que son prochain livre va sortir en septembre. Et on sait, politiquement, c'est un geste qui est très fort et qui ne trompe pas. Balancer un bouquin comme ça, sachant que ce n'est sûrement pas lui qui l'a écrit, hein, c'est une pratique, aucun politicien n'écrit réellement ses bouquins. Balancer un bouquin comme ça, il s'en fout si les gens le disent ou pas, de toute façon ils vont l'acheter et ça va sûrement finir, là, dans une armoire, au fond d'un tiroir, comme ça les gens vont pas vraiment le lire, mais on balance un bouquin au moment où on va faire une grosse annonce, et cette grosse annonce, il en a parlé, et je pense que ça va être lui qui va prendre la succession d'Emmanuel Macron. Je vous dis ça puisque Macron n'est pas stupide, soyons honnêtes, Macron, malgré ce qu'on peut lui reprocher, est très intelligent. Je ne pense pas qu'il ait
suffisamment bête pour nommer quelqu'un comme Darmanin, comme Elisabeth Borne, voire Jean Castex, à sa succession. Édouard Philippe, c'est le choix le plus sûr. Et Édouard Philippe, peut-être que je me trompe là-dessus, mais Édouard Philippe a été écarté, puisque c'était une tête qui dépassait par rapport à Macron. Il était plus populaire que lui, surtout pendant le mouvement des Gilets jaunes, où les taux de popularité d'Emmanuel Macron étaient historiquement bas. Dans ces moments-là, Édouard Philippe a su se démarquer, montrer un peu donc le gars qui allait faire la médiation, qui allait permettre de pacifier la situation. Ça n'a pas été le cas, bien évidemment. Les Gilets jaunes gueulaient autant contre Macron que contre Édouard Philippe, mais vis-à-vis de la majorité des gens, je pense qu'il a réussi à se donner cette image. Et surtout, Édouard Philippe a été écarté au moment où la popularité de Macron chutait encore plus, au moment surtout où où il commençait vraiment à s'entourer de sous-fifres et il voulait écarter toutes les têtes qui dépassaient. En général, quand tu es dans un groupe aussi hiérarchisé, il y a une règle qui est très simple mais qui est implicite, personne ne doit briller plus fort que le chef. Là, je pense qu'il a été écarté justement parce qu'il était beaucoup trop populaire par rapport à Emmanuel Macron. Pardon, Emmanuel Macron, pourquoi est-ce que je parle comme ça? Édouard Philippe était un Premier ministre, je pense que les gens le voyaient comme compétent et que actuellement, peut-être même qu'il y a des gens qui sont nostalgiques d'Édouard Philippe. Je sais pas, c'est peut-être une impression que j'ai, mais Édouard Philippe, il était là quand le taux de popularité d'Emmanuel Macron... Oh là, j'ai un problème d'élocution aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Édouard Philippe était là quand Emmanuel Macron était toujours très très populaire. Donc je pense que ça va être lui. Surtout que, il est revenu à sa fonction de maire du Havre, il va pondre un bouquin, son apparence a changé... Je pense vraiment qu'il essaie de... Non, son apparence qui a changé, c'est le vitiligo, hein, c'est une maladie. C'est pas lui qui s'est mis du maquillage comme ça, qui atteint ses cheveux, sa barbe en blanc. Non, c'est une maladie. Voilà. Je veux pas paraître comme étant quelqu'un qui dit que c'était orchestré depuis le début. Non, pas du tout. Non, il est malade, donc c'est pour ça que sa peau a pris ces couleurs-là et ses cheveux aussi. Mais... je pense qu'il essaie vraiment de se démarquer. Là, le sujet d'Édouard Philippe va être un sujet majeur, puisqu'il va devoir en même temps incarner la succession et incarner le renouveau. Il devra montrer aux gens que oui, il prend la succession de Macron, mais que c'est pour un nouveau départ. Et je pense que c'est très bien parti. Pourquoi? Parce que actuellement, Édouard Philippe a 30 députés à l'Assemblée nationale. Avec le parti Horizon, à lui tout seul, a 30 députés. Là pour le coup je me trompe pas, j'ai vérifié l'information il y a 5 secondes, 30 députés alors qu'on a été Premier ministre et qu'on a fondé un parti comme ça un peu à partir de nulle part, alors qu'on ne s'est même pas encore présenté aux urnes, ça c'est très très fort. Et je pense que Édouard Philippe actuellement il a un groupe politique. Électoralement, le truc, il est déjà là, ça s'appelle Horizon, et il est intégré à la majorité présidentielle. Donc, Horizon est un tantinet plus à droite que les autres partis de la majorité présidentielle, et surtout par rapport à Renaissance. Donc, ça m'embête un peu d'appeler ça Renaissance, je trouve ça bizarre. Et les REM, donc les marcheurs, les macronistes. Les horizonistes, c'est les philippistes. Est-ce qu'on peut appeler ça philippiste sans faire une référence qu'on ne veut pas faire? Donc... les gens du parti de Horizon sont un tout petit peu plus à droite, donc je pense qu'il pourra essayer d'incarner ce renouveau, mais ça risque d'être très compliqué de ne pas être un Macron 2. En fait, Édouard Philippe, s'il était un petit peu plus vieux, il aurait sombré exactement comme Joe Biden, puisque là, on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est Obama qui est un petit peu au contrôle. Joe Biden est une poupée. Or là, ce n'est pas le cas. Édouard Philippe n'est pas une marionnette. Je pense qu'il est parfaitement capable de gouverner par lui-même, sauf qu'il aura toujours l'ombre d'Emmanuel Macron, et ça, ce n'est pas incroyable, surtout que quand on veut devenir président de la République, il faut se donner cette image de chef, cette image de leader. Donc, pronostic pour 2027, Édouard Philippe, Le Pen, Édouard Philippe va gagner. Voilà, c'est très 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 simple. Sauf si Macron décide de passer par le septennat. Si Macron décide de faire passer le septennat, je pense qu'il va peut-être y arriver si jamais il réussit à surjouer suffisamment la menace d'extrême droite, comme si c'était la menace populiste, la menace anti-républicaine. S'il arrive à surjouer suffisamment, je pense que oui, il pourra rassembler suffisamment de gens, d'élus, de personnalités politiques qui vont le soutenir pour faire en sorte que Madame Le Pen ne passe pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez que je refasse une vidéo un peu chronique comme ça, où je vous parle de mes pronostics, de ce que je pense par rapport au climat politique actuel, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Et encore une fois, les commentaires sont aussi réservés aux questions pour la FAQ, la foire aux questions. Posez-moi des questions, ça peut être sur absolument tout. J'essaierai de répondre au plus possible, voire à toutes les questions, si le temps me le permet. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!